Depuis 2019, Oulimata Sarr chapeaute les activités d'ONU Femmes dans 24 pays du continent. C'est après une riche et brillante carrière dans le monde de la finance qu'elle a pris il y a 4 ans les rênes de l'organisation en Afrique de l'Ouest et centrale. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 cette femme inspirante. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle, Oulimata Sarr est la directrice régionale du bureau d'ONU Femmes à Dakar, couvrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec 24 pays sous sa responsabilité. Diplômée de HEC Montréal en finance en 1992, elle obtient par la suite une maîtrise en administration des affaires en 2002 de l'Université de Bedfordshire en Grande-Bretagne. Elle débute sa carrière au Sénégal chez Ernst & Young en audit, puis passe 10 ans à la Société financière internationale, institution membre du groupe de la Banque mondiale, avant de rejoindre les Nations unies. De 1993 à 2005, elle travaille comme directrice administrative et financière de la compagnie aérienne Interair South Africa, basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Elle participe à plusieurs initiatives qui autonomisent les femmes à travers le monde, notamment Africa 2.0, African Leadership Network, Vital Voices, Quartier Women's Initiative et Unit Life. Bonjour Oulimata. Bonjour Aïssata. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, ravie d'être à Abidjan, une ville que j'adore. Et donc vous avez pu déjà goûter à la tchèque? Ah bien évidemment, depuis le premier jour. Comme vous me taquinez à propos du tchèp là. Non, absolument. Les Sénégalais, lorsqu'on arrive, c'est la première chose qu'on fait. Voilà, on mange du attiéké. Et puis à l'oko un peu. Tout. Absolument. En tout cas, vraiment un plaisir. Donc Oulimata, pourquoi tu as choisi de t'engager pour la cause des femmes? Tu étais dans les finances et puis tu décides de passer à la cause des femmes. Quel est le déclic qui t'a poussé? Alors c'est une question que j'aime beaucoup puisqu'il y a un fil conducteur dans ma carrière. Effectivement, j'ai un background en finance. Moi, j'ai fait HEC Montréal. J'ai commencé une carrière d'audit, une carrière de CFO et je me suis retrouvée à la SFI où j'ai fait 10 ans. Mais il y a de cela quelques années, la SFI avait décidé de lancer un réseau de femmes. D'accord. C'était un modèle qui existait en Asie. Et je me souviens, ma directrice régionale de l'époque m'a dit, mais on devrait faire la même chose. Avoir un système qui, avec un mentorat, du talent, etc. Et on m'avait nommée coordonnatrice de ce petit réseau de femmes considérées comme du talent à l'époque. Et ça a été pour moi un defining moment, comme on dit, puisque on était la première cohorte, on était 25 femmes. Et très vite, lorsqu'on s'est retrouvés, on s'est rendu compte par le partage d'expériences qu'il y avait des inégalités en termes de paye, en termes d'avancement de notre carrière, en termes d'opportunités. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous avons eu nos aha moments. Où on s'est dit, nous, en tant que femmes décideurs, nous avons un mandat. Et ce mandat, c'est que nous avons le pouvoir d'influencer les décisions de conseil et d'investissement de notre institution. Et donc, lorsque nous sommes à la table, nous représentons toutes ces femmes africaines qui ne sont pas là. Moi, venant de la finance, c'est comme ça que je me suis sentie responsable de ce mandat féministe, comme on dit. Et quelques années plus tard, un jour, j'ai reçu un mail dans mon inbox à Nairobi. Ça venait de ONU Femmes, du directeur des ressources humaines, qui m'encourageait à postuler à un poste régional sur les questions d'autonomisation, couvrant 24 pays. Donc moi, ma transition, mon fil conducteur a été toujours la finance, puisque même en allant à ONU Femmes, j'ai commencé par le portefeuille d'autonomisation qui parle d'entrepreneuriat, de protection sociale, d'agriculture résiliente au changement climatique, les chaînes de valeur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cet engagement très important pour moi. Je pense que je l'aurais fait gratuitement. Donc, je pense que quand je quittais
le groupe de la Banque mondiale pour aller aux Nations Unies. Pour beaucoup de mes collègues, ils jugeaient que c'était une transition tout à fait naturelle. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, mais plus jeune, quelles étaient tes aspirations en fait? Est-ce que tu pensais pas à la cause de la femme et tout ça, non? Du tout. Tu étais vraiment focus, concentré, focalisé sur la finance à l'époque? Absolument, parce que moi, je pense que beaucoup d'Africains, hein, nous n'avons pas forcément fait des choix de carrière. Hein, Tout à fait. Voilà. Donc, à l'époque, c'était le management qui était à la mode, c'était les écoles de commerce. Tout à fait. Ma mère, qui est notre grande royale, tenait à ce qu'on fasse des écoles de commerce. Et toute ma famille, nous avons fait HEC Montréal. Et voilà, ça n'est pas quelque chose. D'ailleurs, je tiens à le dire parce que beaucoup de personnes qui me voient aujourd'hui pensent que c'était un cheminement naturel, une passion. Non. Moi, je pense que mes premières discriminations en tant que femme, je les ai connues dans le monde du travail. Parce que durant toutes mes études primaires, secondaires, universitaires, je ne me suis jamais sentie différente. Oui. En tout cas, j'ai pu faire les mêmes études que mes frères et sœurs. Et donc, pour moi, je n'ai pas senti une différence. J'arrive dans le milieu du travail et je me rends compte, en tant que chef de mission de Ernst Young, lorsque j'arrive, le client pense que ce n'est pas moi la chef. Bien sûr. Voilà. Donc, toutes les conversations tournent autour des hommes qui sont venus avec moi. Eux aussi, très gênés, me regardent pour leur montrer que finalement, c'est elle la chef. Et je pense que c'est dans le cadre du travail qu'on se rend compte qu'on ne nous attend pas à des postes de décision. Tout à fait. Qu'on rentre dans une salle, qu'on nous demande où est le café, comme si nous étions en charge de tout ce qui était café. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui, je tiens à leur dire à travers ton émission, que ça n'a pas été une ligne droite. Oui. Mon engagement, ce n'est pas à 18 ans que je savais que je voulais m'engager pour l'autonomisation de la femme, pour lutter contre les inégalités, mais ça a été un journey, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est mon travail, mais c'est aussi ma passion, puisque dans le cadre de ma mission, je suis allée voir les femmes les plus vulnérables. Je suis allée à Maïdougouri, au nord du Nigeria, à Tillabéri, au nord du Niger, et j'ai vu des femmes extrêmement vulnérables. On partageait avec nous que dans certaines zones, lorsqu'une jeune fille est mariée, on ne lui offre pas des meubles, on ne lui offre pas des bijoux, on lui offre un âne. On lui offre un âne parce qu'elle passera 80% de son temps à aller chercher de l'eau. Et si elle va chercher de l'eau, ça veut dire aussi qu'elle ne sera pas à l'école. Elle ne fera peut-être rien de productif. Elle ne pourra pas avoir de business, une activité économique. Et tout ça fait qu'elle restera éternellement pauvre. Et pour moi, notre engagement aujourd'hui, lorsqu'on parle de féminisme, moi je dis toujours c'est l'égalité des chances. Absolument. Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons doivent avoir les mêmes opportunités? Tout à fait. Oulimata, est-ce que tu peux revenir sur les missions de ONU Femmes? Parce que beaucoup de gens entendent ONU Femmes, mais ne savent pas exactement quelles sont les missions. Alors, ONU Femmes, c'est la plus jeune agence du système des Nations Unies. D'accord. On a été créé en 2010 parce que le secrétaire général de l'époque se rendait compte que beaucoup d'agences et différents départements s'occupaient du genre. Et il a souhaité avoir une agence dédiée à la cause des femmes, à leur autonomisation et à l'égalité des sexes. ONU Femmes fait essentiellement 4 choses. Et je suis ravie d'être en Côte d'Ivoire, puisque ces 4 choses, on en a discuté durant mon séjour. D'abord, on parle de participation politique des femmes. Donc, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas attendre 150, 200 ans pour avoir la représentativité des femmes. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, mon plaidoyer est autour de la représentativité des femmes. Vous savez qu'en Afrique, nous avons des gouvernements paritaires. Tout à fait. Au Rwanda, en Éthiopie, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, notre rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est un gouvernement paritaire. C'est une assemblée nationale paritaire et même au niveau local. 2023-2025, des joutes électorales, une opportunité pour nous de laisser émerger ce leadership féminin. Donc j'ai des collègues qui ne travaillent que sur la participation politique et la promotion des quotas. Puisque pour faire ce pas de géant, ce leapfrog, il faut
avoir des mesures exceptionnelles. J'ai des collègues qui ne travaillent que sur les violences faites aux femmes. C'est un pilier très important. Ça va des violences physiques au mariage des enfants, à l'excision, aux pratiques traditionnelles néfastes, autour du veuvage. Je partage toujours mon expérience dans un pays où lorsque votre mari meurt, l'eau avec laquelle on l'a lavé, vous devez la boire. On en parlait tout à l'heure. Donc, toutes ces pratiques traditionnelles qui doivent être revisitées. Tout à fait. Troisième pilier d'intervention, l'autonomisation. Donc, l'entrepreneuriat féminin comme catalyseur d'émergence. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. D'ailleurs, c'est un rapport de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire. Si vous libérez le potentiel de vos femmes, vous aurez des taux de croissance à 2 chiffres. C'est votre capital humain qui, aujourd'hui, a besoin d'être libéré. L'entrepreneuriat féminin, les chaînes de valeur agricoles, j'étais ravie tout à l'heure de rencontrer des jeunes femmes entrepreneurs qui sont sur plusieurs spéculations agricoles, qui sont sur les superfoods, et je pense qu'elles doivent être accompagnées. Bien évidemment, la protection sociale, donc lorsqu'on regarde cette pyramide, les groupes les plus vulnérables, comment avoir des systèmes de transfert de fonds, d'appui au niveau social. Le dernier pilier d'intervention de ONU Femmes, c'est sur les questions de femmes, paix, sécurité et d'action humanitaire. Ouais. Vous savez, en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a consacré une résolution aux femmes. On appelle ça la fameuse résolution 1325, qui consacre le rôle des femmes dans les processus de paix, à travers ce qu'on appelle les 3 P, la prévention, la protection et la participation dans les processus de paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sahel, le monde entier est confronté à l'extrémisme violent. Tout à fait. Et nous pensons que les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prévention. Nous pensons qu'on n'investit pas beaucoup dans la prévention. D'ailleurs, une anecdote, quelqu'un me disait, vous parlez tout le temps de parité. Il y a la guerre en Ukraine et les femmes, vous êtes les premières dans le train, en train d'être évacuées. Et après, vous nous parlez de parité. Ma réponse, Aïssata, oui, regardez la photo de famille des personnes qui ont décidé d'aller en guerre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une seule femme sur la photo. C'est ce que j'allais dire. Donc, on ne peut pas être absente. Ce n'est pas les femmes qui décident d'aller à la guerre. De la décision et avoir 50% des responsabilités. Absolument. Donc, moi, j'ai des collègues qui ne travaillent que sur les processus de paix et surtout l'action humanitaire. Vous savez que nous sommes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons des déplacés. Et lorsque je suis allée dans les camps de réfugiés, il est extrêmement important d'avoir une lunette genre. S'assurer que les toilettes sont bien éclairées, que les toilettes des femmes et des hommes sont séparées, puisque les femmes ont partagé des cas de viol, de harcèlement en allant aux toilettes le soir, donc elles ne sortaient plus le soir pour aller aux toilettes. Lorsqu'il y a un tsunami, une catastrophe, on amène tout sauf l'essentiel des femmes, des serviettes hygiéniques. Nous toutes, en tout cas, nous savons que c'est un besoin et qu'il ne s'agit pas seulement de nous donner du sucre et du lait et du riz, mais nous avons besoin aussi des choses qui sont essentielles. Peut-être pour terminer autour du mandat de ONU Femmes, nous pensons que l'innovation, la technologie est un catalyseur. Nous pensons aussi que les statistiques désagrégées par sexe sont un catalyseur. Nous pensons qu'il nous faut des statistiques hommes-femmes afin d'informer les politiques publiques. Voilà. Si vous ne savez pas combien vous avez de filles, vous ne savez pas combien d'écoles vous voulez. Si vous ne savez pas combien de filles vous avez, vous ne pouvez pas investir dans leur santé. Okay. Nous avons des centres d'excellence en Afrique. Nous avons un partenariat très important avec la BAD, puisque nous voulons répliquer ces informations désagrégées, puisque c'est ça qui permettra d'aller vers la budgétisation sensible au genre, pour que tous nos États nous disent, pour chaque CFA dépensé, voilà combien j'ai mis sur les femmes et les filles. Très bien, très bien. En tout cas, la réponse même a dépassé la question. Tellement c'était complet. En tout cas, j'ai presque plus des questions. Mais sinon, on va je veux revenir un peu en profondeur parce que tu as dit quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et c'est la gouvernance. Oui. En fait, les femmes ne sont pas assez représentées justement dans les instances de décision. Mais beaucoup de gens, en fait, donc beaucoup de femmes, pardon, ont peur, rechignent en fait un peu à aller vers ce milieu-là, parce que bon, c'est pas un milieu facile.
comment justement encourager, mais très jeune, hein, parce que bon, après c'est quelque chose parfois aussi qu'il faut avoir l'envie, je ne sais pas si c'est dans l'éducation civique, enfin voilà, comment encourager les jeunes femmes justement à aller un peu plus vers la gouvernance? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que la gouvernance, c'est une pyramide. Nous pensons que le premier pas vers la participation politique, c'est d'être sur les listes électorales. Moi, je dis toujours aux jeunes et aux jeunes femmes, êtes-vous sur les listes électorales? Est-ce que vous votez? Votre voix doit compter. La deuxième chose qu'on leur demande, c'est d'être des observatrices d'élections. La troisième chose, c'est de vous engager à la base. Toutes les personnes qui sont devenues présidentes, qui se sont retrouvées à l'Assemblée nationale, ont commencé au niveau communautaire. Tout à fait. Il faut commencer dans sa communauté, en étant un agent de changement. Quel est le problème que je vois dans mon village, dans ma communauté, et est-ce que je fais partie de la solution? C'est là que son leadership émerge. Tout à fait. Vous allez devenir peut-être conseiller municipal, vous allez être peut-être présidente d'un groupement. Et là, vous commencez à porter une voix, vous commencez à porter un combat. Et c'est ce combat qui va vous retrouver à l'Assemblée nationale. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a deux choses qu'on ne peut pas ignorer. La performance et la classe. Tout à fait. Et vous allez vous retrouver au plus haut niveau. Aujourd'hui, le leadership féminin sur le continent doit émerger. Je trouve que la photo de famille de l'Union africaine, c'est la photo la plus triste. Ouais. 54 États, une femme sur la photo. Et elle est là par accident, puisque oui, le président de la Tanzanie est décédé. C'était la vice-présidente. Elle est devenue présidente d'office. Mais je pense que le rêve de toutes les femmes africaines qui représentent 52% de la population de notre continent, c'est d'être là. Et je pense que c'est le même combat pour les jeunes. Parce que si on regarde aussi la moyenne d'âge, les jeunes ne sont pas représentés. Pour y arriver, nous avons besoin de volonté politique. Et ça a été hier l'objet de mon plaidoyer avec la Commission électorale indépendante qui conseille le gouvernement et les partis politiques. Le monde a changé. Nous ne pouvons plus avoir des assemblées nationales, des conseils municipaux où il n'y a pas de femmes. Puisqu'elles elles peuvent porter les problématiques des femmes, elles peuvent vous donner une façon de voir les choses beaucoup plus différente et nous sommes ensemble. Hier, on a remis le pin du Hifoshi au vice-président. C'est une campagne que ONU Femmes a lancée en 2014, j'aime beaucoup en parler, parce que les femmes de ce monde, pendant très longtemps, ont fait leur plaidoyer toutes seules. Ouais, tout à fait. Et en 2014, ça a été un defining moment. ONU Femmes a dit, il nous faut nos hommes. Il nous faut identifier nos alliés, nos champions qui disent, je soutiens ma femme, je soutiens ma fille, je soutiens ma sœur. Et ces hommes, nous, on les appelle des Hifoshi, des lui pour elle. Le président Ouattara en est un, le président Macky Sall, Obama, Kagame, le président Tshisekedi récemment, le président du Gabon à travers la stratégie Gabon Égalité. Donc, tous les présidents qui se positionnent sur ce qu'on appelle les 3 R. Rights, Representation, Resources. Rights, Representation, Resources. Nos droits, notre représentativité et notre autonomisation, les ressources qui nous sont octroyées. Et ces hommes champions sont des chefs religieux, des chefs coutumiers. Didier Drogba est un Hifoshi, Maman est un Hifoshi, Usain Bolt est un Hifoshi. Et ce sont des hommes forts qui disent moi, je suis prêt à soutenir cet agenda-là parce que moi-même, j'ai des filles, j'ai une femme, j'ai une sœur et je pense qu'elle doit avoir les mêmes opportunités. Tout à fait, tout à fait. Le he for she. Non, mais c'est très intéressant et puis c'est tellement vrai. Aucun combat ne peut se mener seul. Absolument. On a regardé la Deuxième Guerre mondiale, il a bien fallu s'allier. Il a bien fallu s'allier pour la gagner. Il n'y a aucun combat qui peut se gagner seul. Donc Absolument. je pense que c'est très important. Je pense que c'est comme ça même qu'on peut changer les choses. C'est vraiment en se rassemblant pour pouvoir... Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu as parlé de justement l'autonomisation pour booster le leadership de la femme. Est-ce que c'était le leadership? Oui, en quelque sorte. Bon, pour booster le leadership de la femme. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce que toi tu vois qui peut justement pousser les femmes à rentrer dans l'entrepreneuriat? On a parlé de gouvernance, donc on a compris un peu, il faut s'engager.
Maintenant, pour l'entrepreneuriat, comment pousser les femmes? Moi, je pense elles sont déjà dans l'entrepreneuriat. Les femmes sont déjà entrepreneurs. Mais elles sont informelles. Comment informelles. Les faire sortir de l'informalité? Alors moi, je pense que pour réussir toute transformation, particulièrement dans l'entrepreneuriat féminin, il nous faut 5 choses. Il nous faut les politiques publiques. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie nationale d'autonomisation sur l'entrepreneuriat féminin décidée par le gouvernement. Il nous faut renforcer les capacités. Donc, absolument, les formations, le réseautage, toutes les opportunités que ces femmes peuvent avoir, jusqu'à la formalisation, il faut les appuyer. Le nerf de la guerre, c'est le numéro 3, c'est le financement. Les femmes veulent sortir du micro. Pendant très longtemps, elles ont été confinées à la microfinance. Elles veulent des fonds de garantie, elles veulent du capital risque, elles veulent des instruments financiers plus sophistiqués, elles veulent du crédit bail. Tout à l'heure, les entrepreneurs qu'on a rencontrés, elles veulent de l'équipement. Donc les entreprises, les institutions de crédit bail qui financent des équipements et après on paye petit à petit, doivent se positionner sur l'entrepreneuriat féminin. Parce que les femmes que j'ai rencontrées tout à l'heure, mais sont super dynamiques. Et parfois, il leur manque une machine pour aller à l'échelle. Le 4e point, c'est l'accès au marché, à l'information. Lorsqu'on a la terre, on produit, on a les financements. Comment vendre? Il faut gagner le pari de la qualité, de l'emballage, de la certification, des étiquettes, de la traçabilité, puisque tout à l'heure, on a parlé de certification EcoCert, USDA pour les États-Unis. Donc pour nous, les femmes doivent aussi gagner le pari de la qualité de leurs produits et pour cela, il faut qu'on les renforce. Et bien évidemment, un volet qui dépend uniquement du gouvernement, c'est tout ce qui est infrastructure. Oui. Il nous faut de l'énergie, il nous faut de l'eau, il nous faut des routes, il nous faut de la technologie. La Covid nous a montré que la technologie est incontournable. Absolument. Toutes les femmes qu'on a rencontrées sont sur les plateformes. Ouais. TikTok, Instagram, Facebook. Elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient vendre sans être physiquement quelque part. C'est bien puisque ça permet de ne pas avoir à investir dans un capital très important, dans un local. On peut être dans son garage et vendre des produits que les femmes achètent, des tenues que nous achetons. Toi et moi, on le sait, on achète plein de designers qu'on n'a jamais vus. Absolument. Et c'est parce que justement le monde est connecté. La technologie a libéré l'accès au marché. Tout à fait. Pour revenir à ce point, ce qu'on trouve souvent, c'est que les femmes, bon, elles veulent en fait, mais on n'arrive jamais, on voit qu'elles grandissent, elles ont des entreprises, mais elles n'arrivent jamais à s'exporter, c'est-à-dire de créer des multinationales. Oui. Comment dépasser ce pas, arriver à la multinationale? Et je ne sais pas si c'est peut-être un renforcement de capacité beaucoup plus élevé, c'est-à-dire pas s'arrêter aux bases, mais vraiment aller beaucoup plus loin. Ou bien si est-ce que c'est un manque de volonté? J'ai du mal à comprendre parce que je vois souvent des gens qui font des belles choses, des entrepreneurs qui sont très forts, mais ils ont du mal à dépasser ce cap. Comment devenir les Apple, les Nike, enfin, comment créer ces multinationales? Parce que c'est comme ça qu'on devient vraiment global. Parce que parfois on vend, mais on reste un peu local. Comment sortir vraiment de émerger réellement? Alors moi, je pense que c'est une question intéressante, mais je pense que toutes les femmes ne veulent pas aller à cette échelle-là. Je pense aussi. C'est une question de volonté. Je pense que c'est une question de volonté. Et nous, notre rêve, c'est d'avoir un écosystème vibrant de petites PME. Vous allez en Chine et dans d'autres pays, le tissu de PME est très nombreux, est très important. Il est dense, voilà. Vous avez des petites PME qui sont dans la transformation, qui sont dans la petite production, et c'est ça qui fait l'économie. Donc, on n'a pas que des championnes. Vous avez peut-être ces joyaux qu'on va identifier, ces gems, qui sont prêts à l'export, mais qui beaucoup nous disent, arrivé à ce niveau-là, j'ai besoin de capital risque. J'ai besoin d'un capital qui est patient. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en mesure de trouver quelqu'un qui va mettre $1 million dans mon business et qui va attendre 5 ans que je puisse générer le revenu. Et non pas me faire un prêt que je rembourse chaque fin de mois, etc. Et je pense que beaucoup de pays, à travers des fonds souverains, à travers des fonds dédiés à l'entrepreneuriat, essaient justement d'offrir aux femmes entrepreneurs ce capital patient dont on parle. Mais je pense que l'Afrique, inexorablement, va vers ça.
L'entrepreneuriat féminin, c'est une pyramide. Il y aura des joyaux au sommet de la pyramide, il y aura une masse critique au milieu et en bas, on aura peut-être la femme rurale qui fera partie des chaînes de valeur agricoles. Mais c'est un tout. C'est un tout qui fera cette réussite de l'entrepreneuriat féminin. Tout à fait. On a beaucoup de travail quand même. Hein. Oui. Les défis sont lourds. Oui. Mais on peut les relever. Je pense que juste que c'est une question de temps. Une question de temps et une question de... Il faut être réellement dédié en fait à ces questions-là. Absolument. Et comme tu as dit, bon, ça vient un peu de... C'est la gouvernance en fait. En fait, et je pense que tu l'as bien dit quand on s'est rencontrés au Sénégal. Tu as fait une réflexion que j'aime beaucoup utiliser jusqu'à présent. Tu as dit l'histoire du moustique. Ah oui. Voilà. Je te laisse la répéter. Non, j'ai lu cette petite anecdote sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça notre activisme. Les gens nous disent toujours oui, les femmes, mais et on dit que si vous vous endormez et vous avez un moustique dans votre chambre ou sous votre moustiquaire, vous allez vous réveiller. Oui. Vous allez vous réveiller, allumer la lampe pour essayer de savoir mais c'est qui m'empêche de dormir et vous le cherchez. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, nous encourageons les femmes à se mettre ensemble en réseau pour être ce moustique autour des gouvernements, autour des décideurs, autour du secteur privé. Puisqu'il y a des belles initiatives qui, à mon avis, doivent être répliquées. Je vais parler par exemple de l'exemple du Kenya. Le Kenya réserve 30% de sa commande publique, donc des appels d'offres de l'État, aux femmes, aux jeunes et aux personnes avec handicap. L'Afrique du Sud a un système de points, le Togo a 25% alloué, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas un 10, 15, 20% de la commande publique réservée aux petites PME de jeunes et de femmes? Pourquoi pas un rôle beaucoup plus important du secteur privé? Vous avez des compagnies d'ancrage dans beaucoup de secteurs qui peuvent aussi créer un écosystème d'entrepreneuriat autour de leur chaîne de valeur. Je pense à toutes les filières agricoles, toutes ces grandes sociétés qui sont en Côte d'Ivoire, qui, au-delà de la RSE, doivent mettre les femmes au cœur de leur business. Oui, tout à fait. Bon, maintenant je passe un peu au personnel. En tant que... C'est my least favorite, mais on va essayer. Non, tu peux. Non, en tant que tu représentes 24 pays, comment tu arrives à gérer ça justement? Parce que ça demande énormément, j'imagine, de voyages. Maintenant que Covid nous a laissé un peu en paix. Oui. Comment tu arrives à gérer? Parce que tu as une famille. Oui, absolument. Moi, je pense que d'abord, dans les 24 pays, dans certains de ces pays-là, nous avons une représentation. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons une représentante. Que je connais bien. Et donc, elle peut gérer le portefeuille de ONU Femmes, mobiliser des ressources et accompagner le gouvernement et les organisations de femmes. Mais ça demande beaucoup, mais moi, je le fais avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, avec la technologie, je ne me déplace pas autant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interventions que nous avons pu faire par webinar, par Zoom, Teams, etc. Donc, pour moi, et mes enfants aussi sont un peu plus grands, j'ai un support system. Vraiment, je pense que nous, les femmes, nous avons besoin d'un support system. Nous avons besoin de toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider. On dit qu'il faut un village. Il faut un village. Et c'est ça. Donc, nous, on a un village. Voilà, on a un village, les parents, les maris, les nounous, tout le monde fait partie de l'écosystème. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire seul. Absolument. En fait. On ne peut pas le faire seul. Surtout si on travaille. Et même quand on ne travaille pas, moi, je trouve que c'est encore plus... Moi, je trouve que c'est plus difficile même de rester à la maison c'est dur. pour élever des enfants. Oui. Honnêtement, je dis la vérité. C'est plus facile même d'aller au travail. Non, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui... Les tâches ménagères, mais c'est pas assez... Les gens pensent que les femmes qui restent à la maison, elles l'ont facile. Non, moi, je trouve pas. Je suis tout à fait d'accord. D'abord, il y a des études qui montrent que les femmes à travers le monde font la majorité du travail non rémunéré. Absolument. Et que si aujourd'hui les femmes partaient en grève, le monde s'arrête. Complètement. Même les guerres. Tout. Et donc ce travail qui est fait à la maison, ce qu'on appelle le unpaid care, est très important. Il ne fait pas partie du PIB. Il n'est pas répertorié dans nos finances publiques. Mais on sait très bien que si les femmes s'arrêtaient en zone rurale, en zone urbaine et périurbaine, le pays serait à l'arrêt.
Et donc, moi, je valorise toutes les femmes. Je pense que nous avons une contribution différente. On n'est pas forcément dans les mêmes sphères, mais cette sororité, cette solidarité féminine, elle est réelle. Tout à fait. Je rencontre beaucoup de femmes qui disent « Oui, mais les femmes ne se soutiennent pas ». Je ne suis pas d'accord. Vous allez dans le village le plus lointain, les femmes sont organisées, en groupement, en GIE, en tontine. Donc, on ne peut pas me dire que la solidarité féminine n'existe pas. C'est vrai. Je pense que les gens veulent dire qu'ils en veulent un peu plus, en fait. Oui, ils en veulent un peu plus. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des compétitions, c'est par rapport à un espace où il n'y a pas beaucoup de femmes. S'il y a un poste, il y a 2 femmes et 99% d'hommes, peut-être que ces 2 femmes vont se retrouver en compétition. C'est pour cela que pour nous, nous pensons qu'il faut avoir une masse critique de femmes partout. Il y a certains pays que je visite, on me dit « Oui, mais la présidente de l'Assemblée nationale est une femme. » Oui, mais le Parlement, il y a 16% de femmes. Donc, est-ce que nous, on veut la présidente une femme ou on veut 50% de l'Assemblée? Notre préférence, c'est 50%, puisqu'on pense que les femmes parlementaires influent, proposent des lois, peuvent influencer les politiques publiques. Donc, moi, je préfère avoir une masse critique que d'avoir ce qu'on appelle le Queen Bee. Voilà, c'est ça exactement. On te met au poste, mais en fait, tu n'as aucun impact en réalité. C'est juste l'image. Alors, une question pour finir. Donc, apparemment, tu rêvais d'être chanteuse quand tu étais plus jeune. Comment tu as déniché ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on a tourné la page? Tu es à Unifam et tu reviens plus à ton rêve de chanteuse? Non, mais ça, c'est une belle histoire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais super fan de Michael Jackson. Oui, c'est ça. Tout le monde le savait. D'ailleurs, le jour de son décès, on m'a cherché partout dans le monde pour me dire qu'il était mort. Mauvaise nouvelle. Et je pense que c'est grâce à lui que j'aimais la chanson, j'aimais la musique. Et c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai amélioré mon anglais. Parce que j'étais tellement passionnée de Michael Jackson que pour moi, il fallait que je comprenne ses paroles, ses lyrics. Et c'est pour cela que beaucoup me chahutent. Non, ça c'était quand j'étais encore teenager, hein, j'étais encore adolescente. Jamais, dans 10 ans, on peut se réinventer. C'est ça, maintenant tout est possible. Absolument. Tout est possible, surtout pour les femmes. Oui. Tout à fait. Oulimata, pour vraiment finir cette fois-ci, un message pour la jeunesse. Moi, j'ai un message pour les filles et j'ai un message pour les garçons. Pour les filles, mon message, il est très simple. Engagez-vous. Aujourd'hui, en tant que jeune femme, vous avez besoin de porter la cause féminine. Vous êtes née, vous votez sans vous poser la question de savoir. En Côte d'Ivoire, j'ai posé la question tout à l'heure. On vote depuis quand, les femmes? Personne ne pouvait me répondre dans la salle. Donc, il est important que les femmes s'engagent. Mon message pour les garçons et les hommes, c'est « You are your sister's keeper ». On a besoin de votre engagement, de votre protection, de votre dynamisme sur cet agenda pour un monde plus juste. Quelqu'un m'a dit « Pourquoi l'égalité des sexes? Pourquoi tout ce momentum autour de cet agenda-là » Les sociétés les plus prospères, les plus paisibles et les plus justes ce sont les sociétés les plus égalitaires. Et nous rêvons d'une Afrique libérée où les femmes, les filles et les garçons trouvent pleinement leur place. En fait, c'est ça. Les pays les plus justes, tu as dit justement, c'est les pays nordiques. Oui. Où les femmes, les hommes, c'est vraiment l'égalité. C'est les pays où les gens sont les plus heureux d'ailleurs. Absolument. Ouais. C'est important à noter. Alors, on va passer à la partie où on fait le petit cadeau. Et donc, le petit cadeau, justement, c'est pour faire la promotion de nos entrepreneurs africains. Okay. Parce que, voilà, je pense qu'on a commencé récemment à vraiment reconnaître le talent de nos créateurs. Alors ça, comme tu sais, on aime toutes les deux beaucoup la mode. Absolument, on aime la mode. Alors, c'est un cadeau d'Ibrahim Fernandez, c'est un de nos designers ici, très bien, en Côte d'Ivoire. Et on t'a pris un de ses boubous. Waouh, absolument magnifique. Cette couleur t'ira à merveille. Oui, vraiment, merci. Donc, cette teinture africaine que je porterai avec beaucoup de fierté. Absolument. Absolument magnifique. Merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, Ibrahim Fernandez, un de nos grands designers ici. Hein. Oui, excellent. Donc, je ne sais pas si tu le connais. Je ne le connais pas. Eh bien, dis donc, voilà. Donc, on te fait découvrir. Voilà. Exactement, on te fait découvrir. Alors, on t'a aussi pris des produits de beauté. Wow. Ça, c'est une jeune dame aussi qui fait des produits. Ces produits sont super. Ah yes, essentiel. Voilà. Très bien. Voilà, ils sont très, très bons. Je vais ouvrir ça. Voilà.
Et puis, elle s'est lancée il y a peut-être 1 an et demi et elle fait déjà un tabac. Hein. Waouh! En Donc, tout cas, le elle fait des packaging produits, très professionnel, voilà. excellent. Et ça sent bon. Waouh, chantilly de karité, Voilà. carottes, parfait. En Qui tout fait- cas, qui merci fait beaucoup. briller le teint, il paraît. Magnifique, Ouais. Et magnifique. puis ça, je crois que c'est à la fraise, non, qu'elle a fait. D'accord, il y a de la Gommage fraise. moussant à la fraise, voilà. Ah, waouh, gommage moussant à la fraise. Voilà. Et ça, relaxant. Merci. Voilà. Moi, je crois que Ça, c'est le cet pain. entrepreneuriat est à encourager. Ouais, en tout cas, absolument. merci infiniment Absolument. pour toute cette générosité. Oh, Et je c'est partagerai avec mes collègues. Voilà. Voilà. Et merci, c'est Non, très, très merci, gentil. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Oui. On imagine que ton emploi du temps. On retourne à la COP 15. Exactement. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à bientôt.